D'accord. Et donc, du coup, par rapport à ce que je te disais, qu'est-ce qu'il faut regarder quand on veut acheter un bien immobilier? Parce que bah, on regarde le bien, tu vois, on regarde son intérieur, mais est-ce qu'il y a des choses aux alentours qui sont intéressantes et même primordiales Hmm. à regarder? Les transports, je dirais, c'est très important. Parce que si vous voulez absolument une maison que vous vous mettez à la campagne et vous n'avez pas de transport, il faut prévoir comment vont faire vos enfants pour pouvoir aller à l'école. Qui va les déposer? Ouais. Parce que des fois, on veut tellement la maison qu'au moment où on achète, on est deux, on a un petit enfant, on réfléchit pas, on se met à la campagne alors qu'il n'y a pas de transport. Ou parfois, il y a des gens qui n'ont pas le permis, qui se disent, je vais aller là-bas, je vais avoir le permis. Mais au moment d'avoir le permis, ils n'ont pas le permis, c'est une catastrophe. Et donc, au moment d'avoir Hmm. le permis, il y a des couples comme ça où monsieur a le permis, madame, elle se dit qu'elle va avoir le permis, sauf qu'elle n'a pas le permis. Ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans, elle n'a pas le permis. Donc, cette maison qui est censée être un cocon, ça devient un cauchemar parce qu'elle n'a pas le permis. Donc, ça devient un sujet de dispute entre les couples parce que madame, elle n'arrive toujours pas à avoir son permis. Donc, du coup, ça devient sa prison dorée alors que ça devait être un cadre de vie intéressant. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de En face de toi. Je suis Amandine Zobadila-Bella. Je ne suis pas accompagnée de mon acolyte préféré car j'ai une invitée particulière aujourd'hui. Donc, En face de toi, édition spéciale. C'est parti, let's go. Prenez les cacahuètes et on y va. Alors la team, je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode. Donc, je ne suis pas avec Christin, mais j'ai une invitée particulière qu'on va accueillir sans plus tarder. Donc, roulement de tambour. Bonjour Kissy. Bonjour Amandine, comment ça va? Eh ben, ça va très bien Kissy. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cet épisode qui, j'en suis sûre, va aider énormément de personnes. Donc, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter Kissy, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Kissy Perron, je suis courtier en crédit, je suis la fondatrice du cabinet de courtage en financement indépendant qui s'appelle Crédit Plus. J'ai 19 ans d'expérience dans le crédit immobilier. Je suis aussi conseiller immobilier VFA. Je suis aussi créatrice de contenu autour de l'immobilier. Mon objectif, c'est de vulgariser l'immobilier, de le rendre accessible au maximum de personnes. Donc, j'utilise des thèmes simples. J'utilise aussi les choses que vous me dites, le quotidien des personnes pour pouvoir expliquer l'immobilier, le rendre accessible au maximum de personnes. Voilà ce que je fais. D'accord, donc 19 ans d'expérience. Alors, je pense que tu as dû voir énormément de choses. Exactement. Donc, nous, on a déjà on a parlé un tout petit peu d'immobilier sur En face de toi, mais Oui, on pense que c'est hyper intéressant d'avoir une professionnelle qui, du coup, pourra répondre à pas mal de nos questions. Donc, oui, sans plus tarder, on commence. Qu'ici, est-ce vraiment avantageux oui, aujourd'hui, en 2025, oui. d'acheter en couple? Alors, c'est très avantageux d'acheter en couple. Pourquoi? Déjà, première chose, c'est que quand vous achetez en couple, vous avez beaucoup plus de revenus que si vous achetez tout seul. Si par exemple, vous gagnez 2 000 euros et que votre conjoint gagne 3 000 euros, ça fait 5 000 euros. Et donc, vous pouvez acheter quelque chose de beaucoup plus grand. C'est aussi intéressant parce que vous pouvez mutualiser le partage du crédit. C'est-à-dire que si le crédit fait, je sais pas, 1 500 euros, vous pourrez partager le paiement de la mensualité. Donc, ça vous permet d'avoir un meilleur choix au niveau de l'achat immobilier et de pouvoir partager les risques. Donc oui, c'est avantageux d'acheter à deux. En revanche, il ne faut pas que ça se fasse sans filet. C'est très important d'abord de définir le cadre juridique dans lequel vous allez acheter. Il ne faut pas que j'aille plus loin si je dis ça, parce que Non, derrière, non, non, vas-y, hein. Parce que du coup, voilà. Alors, parce qu'il ne faut pas que j'empiète sur les autres questions si je détaille ou je dis juste ça. euh, non, non, non. Après, non, non, il y a pas de souci. Après, tu peux détailler, pas de problème. Mais du coup, qu'ici, est-ce que tous les couples peuvent acheter ou est-ce qu'il faut quand même avoir un statut particulier? Est-ce que les deux personnes doivent être en CDI? Est-ce qu'au niveau bancaire, est-ce que la situation, elle doit être, tu vois, assez stable? Ou est-ce que n'importe qui est en couple et qui a un revenu, comme tu l'as dit, élevé, peut prétendre à un achat immobilier? Alors, ce qu'il faut faire déjà, premièrement, quand vous décidez d'acheter en couple, il faut de la transparence dans la façon dont vous allez faire l'achat. Il se peut que l'un d'entre vous, parfois, n'ose pas vous dire, par exemple, qu'il est addict au jeu d'argent, qu'il est encore inscrit sur des sites de rencontres, qu'il a des crédits immobiliers. Donc, en fait, il faut que vous ayez une certaine transparence au niveau de vos revenus. Il faut ramener les 3 relevés de compte de chacun. Chacun ramène ses 3 relevés de compte. Vous vous asseyez, vous définissez un budget et ligne par ligne,
vous définissez exactement où va l'argent. Si par exemple votre conjoint a 20 euros qui part sur un livret A ou je sais pas sur un autre compte, il faut que vous lui demandiez, bon, là tu as 20 euros qui partent sur ce compte-là, est-ce que tu peux ramener ce compte-là, qu'on puisse faire le point pour savoir où ça va et où va l'argent. C'est très important que vous ayez une transparence au niveau des finances parce que certains découvrent au moment du projet immobilier que par exemple le conjoint ne paye pas le loyer. Alors que c'est très important de payer le loyer parce que ça montre à la banque que vous êtes en capacité de rembourser déjà le crédit. Si vous êtes en capacité de payer votre loyer, vous serez derrière en capacité d'être aussi fiable au niveau du crédit. Donc, on découvre parfois au moment du projet immobilier que le conjoint a des retards de crédit, a des retards, pardon, de paiement du loyer. Le loyer, d'accord. Ouais. On découvre aussi que parfois que certains conjoints ont des problèmes de paris sportifs, c'est-à-dire qu'ils jouent beaucoup aux paris sportifs en ligne. Et ça, c'est rédhibitoire pour la banque. On découvre parfois que monsieur a abandonné son travail, qu'il n'a pas dit. Parce qu'il a peur du jugement de son épouse, donc il a peur de ce qu'elle peut penser. Donc il y a certains couples qui peuvent partir, des messieurs peuvent partir le matin au travail, alors qu'en fait, il ne travaille pas. Il est en train de chercher un travail, il a perdu son emploi, il est en train de chercher un travail, donc il part le matin, sa femme est contente, elle se dit qu'il part au travail, mais en fait, il ne travaille pas. Il est dans une situation compliquée. Ok. Donc, en fait, au moment de faire l'achat immobilier, il faut vraiment une transparence entre vous et votre conjoint sur ce que vous êtes en train de faire. Il faut que chacun ramène ses crédits, chacun ramène ses 3 relevés de compte, que vous vous mettiez dans la peau du banquier, que vous analysez les comptes de chacun et que vous ayez une transparence en savoir qui a des crédits, où passe l'argent, combien vous avez de côté, etc. Parce que certaines ne savent même pas combien est-ce que leur conjoint gagne et combien il a de côté. Eh ben justement, on en vient à l'autre question. Quels sont les pièges à éviter du coup quand on veut acheter en couple? Parce que là, tu vois, tu dis par exemple, si par exemple le monsieur a des paris sportifs, est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a moyen de tricher ou est-ce que la femme, elle peut se dire, bah je suis plus solvable du coup que le mari et donc du coup c'est moi qui vais emprunter, tu vois, toute seule. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter quand on veut acheter en couple? Alors, le premier piège à éviter, c'est de se dire, de considérer que votre façon de voir est la façon de voir de l'autre. Première chose, comme je dis, transparence. Ramène-moi les 3 relevés de compte. Moi, je ramène mes 3 relevés de compte. On analyse les relevés de compte. On cherche à savoir où tu as ouvert des comptes, où, etc. Parce que certains découvrent parfois que l'autre a plusieurs comptes qu'il n'a pas montré. On ne sait pas pourquoi. Donc, c'est important d'être transparent déjà. Première erreur à éviter, c'est de considérer que l'autre gère l'argent de la même manière que vous. Ça, c'est pas obligatoire. Il faut vraiment ramener les relevés de compte, s'asseoir et dire, bon, voilà, pourquoi je dis 3? Parce que la banque va analyser les 3 relevés de compte. Certains vont découvrir que l'autre est interdit bancaire au moment de faire le projet. Alors que si vous êtes interdit bancaire, c'est quoi? C'est que vous avez contracté des crédits que vous n'avez pas remboursés, donc la banque vous a fiché et donc vous pouvez pas faire de crédit. Elle vous a inscrit sur un fichier en disant que vous n'êtes pas fiable, donc vous pouvez pas faire de crédit. Certains découvrent ça au moment de faire le projet, après la signature du projet. Ils découvrent par exemple que l'un des conjoints n'est pas fiché, mais qu'il a pas remboursé des banques, il a créé des problèmes auprès d'une banque et la banque l'a mis sur un fichier qui fait qu'ils peuvent pas lui prêter. Donc, ils découvrent ça au moment de l'achat. Donc, il faut vraiment au moment de l'achat immobilier. Mais ça, il n'y a pas possibilité de le savoir plus tôt? Non. Les banques, elles sont pas dans l'obligation justement de fournir ces informations-là? Non, parce qu'il y a par exemple des clients qui peuvent laisser des ardoises auprès de la banque. Ils peuvent se déficher, mais ils ont une mauvaise relation avec la banque. Donc, la banque se dit, ce client-là, s'il revient, on l'ouvrira plus de compte. Ça arrive. Et parfois, la personne ne dit pas à l'autre, bah écoute, soit parce qu'il se souvient pas. Et donc, c'est au moment de solliciter la banque que la banque peut me dire, excusez-nous, mais nous, on a un warning sur ce client-là. À tel âge, quand il était jeune, il nous a fait tel coup. Oui, il a remboursé son crédit, mais c'est un client que nous, on ne veut plus avoir. Pas parce qu'il a des problèmes d'argent, mais parce qu'on a eu des problèmes avec lui sur telle situation. On n'a plus confiance en lui, donc on peut pas. Et la banque a le droit de refuser de rentrer en relation avec un client qui lui a causé beaucoup de problèmes par le passé. D'accord, ok. Donc au moment de faire, voilà. Donc au moment de faire l'achat immobilier, il faut se souvenir parce que quand on est jeune, on se dit, oh, je fais des choses, c'est rien, personne ne saura. C'est pas vrai. Donc c'est important au moment de faire le projet. Donc première erreur à faire, c'est de considérer que l'autre gère l'argent comme vous. Ce n'est pas exact. Il faut vraiment mettre vos 3 relevés de compte nickel. Il faut faire une étude, il faut faire le point sur votre épargne commune, combien chacun a de côté. Il
faut faire le point sur les prélèvements qui passent sur vos comptes, où est-ce que ça va. Il faut faire le point sur la transparence, comment l'autre gère l'argent, son rapport à l'argent. Il faut vraiment faire le point sur tout ça ensemble avant de se mettre à acheter à deux. Ça, c'est la première erreur. Il faut faire ça. Transparence. Deuxième erreur, acheter avec quelqu'un dont vous ne savez pas s'il a des enfants d'un premier lit. Parce que pourquoi? parce que quand on va faire par exemple l'achat immobilier, s'il décède et que vous ignorez qu'il avait des enfants qu'il a reconnus en dehors de vous, les enfants peuvent avoir un droit sur le bien que vous avez acheté. Qu'il a reconnu. Qu'il a reconnu. Mais s'il les a pas reconnus. Oui, mais parfois des hommes peuvent reconnaître des enfants et vous pouvez ne pas le savoir. D'accord. Mais ça vaut sur le territoire là où on achète, ou c'est national, c'est international? C'est national. Dès l'instant où quelqu'un, dès que l'instant c'est son père, où qu'il soit, il a le droit. Donc, dès l'instant où il apprend que son père est décédé et qu'il a reconnu cet enfant, ça arrive. Par exemple, il y a des femmes qui n'ont que des filles. Le monsieur, il veut avoir un garçon. Il peut avoir des enfants avec quelqu'un d'autre. Reconnaître cet enfant, ne jamais vous le dire. Au moment de l'achat immobilier, au moment de son décès, vous allez voir des enfants sortir de nulle part et vous ne saviez pas. Vous pouvez pas le savoir s'il ne vous a jamais été, il n'a pas été transparent, il n'a pas voulu vous dire qu'il a des enfants, parce que peut-être il veut pas vous blesser ou quoi qu'est-ce. Donc, première chose, deuxième erreur à faire, c'est de pas avoir de cadre juridique. Donc, de pas aller voir un notaire, par exemple, et de faire un testament. J'ai envie de dire, le testament, c'est même obligatoire. Si votre conjoint vous dit, moi, je veux pas faire de testament, il faut que tu me fasses confiance, il faut comprendre qu'il y a déjà un red flag. Ah, ok. Parce que vous ne savez pas, on ne sait pas toujours avec qui on vit. Donc, c'est important, même si vous êtes marié, de lui dire, écoute, là, on est en train de faire un achat immobilier, on est en train de bâtir un patrimoine, donc on va faire un testament. S'il refuse en disant, non, je ne vais pas faire le testament, et il tourne, il faut vraiment que vous creusiez pour comprendre pourquoi. Parce qu'une femme, c'est difficile de cacher l'enfant, puisque il y a le ventre qui grossit, on voit bien. Et puis, la femme, quand elle a l'enfant, on suppose que c'est l'enfant du monsieur, puisque ils sont mariés. Par contre, le monsieur, il peut très bien avoir des enfants en dehors de vous sans que vous ne le sachiez. Donc, il faut faire un testament quand vous commencez à faire des achats immobiliers à deux. S'il refuse, il faut creuser pour comprendre pourquoi. Troisième erreur, acheter sur un coup de cœur. C'est-à-dire que quand on achète, on dit « Ah, ça me plaît, j'achète ». Il ne faut pas faire ça. Parce qu'un achat immobilier, c'est un investissement. Il faut que vous disiez « Est-ce que ce bien que je suis en train d'acheter, est-ce que c'est une bonne affaire? Est-ce que ce n'est pas une bonne affaire ?» Il ne faut pas acheter avec le cœur, il faut acheter avec une tête d'investisseur. C'est-à-dire, demain, si je veux revendre ce bien, est-ce que j'aurai une facilité à revendre ce bien? D'accord. Voilà. Ensuite, il faut définir entre vous votre vision de l'immobilier. Est-ce que vous voulez acheter qu'un seul bien et rester dedans toute votre vie? Est-ce que vous voulez bâtir un patrimoine, donc acheter un bien et ensuite acheter plusieurs biens? Est-ce que vous voulez, pour les couples qui sont originaires, par exemple, d'Afrique, est-ce que vous voulez vivre ici toute votre vie ou est-ce que vous voulez rentrer? Parce que parfois, il y en a qui veulent rentrer. Donc, s'ils rentrent alors que vous avez acheté avec lui et qu'il donne plus signe de vie, comment vous allez faire? Donc, il faut aussi anticiper tous ces cas-là. Est-ce que tu veux rentrer à un moment donné? Est-ce que ta vie, tu la vois ici? Est-ce que tu la vois en Europe? Est-ce qu'à un moment donné, tu veux rentrer? Comment tu vois les choses? Tout ça, c'est des choses qu'il faut faire. Erreur aussi qu'il faut faire, il faut prévoir la séparation. Bon, c'est pas que pour les stars hollywoodiennes, hein, parce que les stars hollywoodiennes, quand ils se marient, ils prévoient qu'est-ce qui se passe quand on se sépare. C'est pour toute personne. Dès l'instant où vous commencez à faire quelque chose à deux, il faut lui dire, bon, au cas où on se sépare, comment ça va se passer? Faut pas qu'ici vous dites, je vous aime, ça va. Non, vous dites, si on se sépare, il faut qu'on mette un cadre juridique. Donc, il faut aller voir un notaire pour prévoir qu'est-ce qu'on fait quand il y a une séparation. Ah, d'accord. Ça peut s'anticiper avant même que la séparation arrive. On ne doit pas attendre que la séparation arrive pour se dire comment on fait, je rachète il faut aller voir un notaire. Voilà. Il faut aller voir un notaire, il faut dire voilà, on est en train de faire un achat immobilier à deux. Déjà, quel régime juridique nous convient le mieux? Donc, vous lui expliquez ce que vous voulez faire. Ensuite, vous dites si on se sépare, qu'est-ce qu'on fait? Qui récupère quoi? Et donc, le notaire va rédiger un acte notarié spécifique pour que quand vous vous sépariez, les choses soient, en tout cas sur le côté financier, moins compliquées.
D'accord. Et ben justement, je rebondis, tu vois, à ce que tu dis avec une autre question. Mm, Si l'un des deux conjoints a plus de revenus que l'autre, mhm. est-ce qu'il y a un changement dans la proportion de l'achat du bien? Par Alors, si exemple, vous gagnez, ok, ouais. si vous gagnez plus que votre conjoint, c'est pas parce que vous gagnez plus que votre conjoint qu'en cas de séparation, vous allez avoir plus. Ça marche pas comme ça. Ce qui va compter, c'est ce que vous allez faire rédiger chez le notaire. Je prends un cas concret. Vous gagnez 4 000 euros, votre conjoint ne gagne rien. Vous achetez à deux. Eh ben, si vous êtes marié sous le régime de la communauté, on va diviser en deux. Si vous n'êtes pas marié, mais que vous avez acheté comme ça, on va aussi diviser en deux parce que vous n'avez rien écrit. Donc, même si vous gagnez Ah. plus et que c'est vous qui avez remboursé beaucoup plus que lui ou elle, il faut passer chez le notaire d'abord pour qu'il y ait une répartition des parts. Le notaire va compter, vous allez lui expliquer qui gagne plus, qui apporte plus au moment de l'achat. Si par exemple c'est vous qui avez mis de l'apport, tout ça il faut aller voir un notaire, il faut que ce soit noté dans l'acte notarié, donc dans votre titre de propriété, la répartition des parts. Comme ça, quand vous vous séparez, chacun part avec ses billes. Il ne faut pas considérer d'office que parce que vous gagnez plus, que c'est forcément vous qui allez avoir plus du bien quand vous allez vous séparer. Il faut que ce soit écrit quelque part. Sinon, on va diviser le bien entre vous deux. Après, même sans parler de séparation, hein, mais en fait, dès lors où je mets plus, ça ne veut pas dire que ça m'appartient plus ou que j'ai plus de droits de Exact. décision sur le Exact. bien qu'on a acheté à deux. Ah, c'est ça. Dès lors, vous mettez Wow. plus, si vous n'avez rien fait, vous n'avez rien noté chez le notaire, le bien vous appartient à 50-50. Dès l'instant où vous n'avez rien marqué. Ah ouais, ok. Bah, je trouve que c'est intéressant à savoir parce que je pense que tout le monde hein, se dirait, bah voilà, forcément, si je mets plus, ça m'appartient plus, alors que pas du tout. Mais du coup, en termes de protection du couple, quels sont Mhm. les aspects juridiques à connaître pour bien se protéger justement en cas de séparation ou d'événements imprévus? Est-ce En que cas quand de tu achètes un bien séparation, immobilier, parce que juste, excuse-moi, quand tu achètes un bien immobilier, du coup, donc tu as affaire au banquier, du coup, pour avoir un crédit si tu n'as pas l'argent qu'il faut, et après tu mhm, passes devant un notaire, c'est ça? c'est l'inverse qu'il faut faire. Ah, alors bah, Ce justement, que alors tu c'est as quoi donné, l'étape? c'est le parcours classique. Mais en fait, il faut faire l'inverse. Dès l'instant où vous avez l'intention d'acheter un bien immobilier avec quelqu'un d'autre, première chose, prendre rendez-vous chez un notaire. C'est pas élitiste. Faut pas se dire c'est qu'une classe sociale et nous on peut pas y aller. C'est tout le monde doit aller chez un notaire. Vous commencez à prendre rendez-vous chez le notaire avant même d'aller chercher combien vous pouvez emprunter. Vous prenez rendez-vous avec lui et vous expliquez votre situation. Voilà. Là, on va envisager un achat à deux. Là, celui-ci, il a des enfants avant. Elle a des enfants avant, ou etc. Si vous avez connaissance, bien entendu, des enfants. Si vous Oui. n'avez pas connaissance des enfants, dans tous les cas, il faut aller chez un notaire, il faut dire, voilà, bon, moi je l'ai rencontré, il a tel âge, etc. Vous ne savez pas. Et donc, le notaire va vous donner tous les conseils, il va anticiper tout ce qui va se passer après, parce que déjà, il a de l'expérience, il sait, il entend toujours dans son cabinet tout ce qui se passe, donc il sait. Donc, Hmm. première chose, c'est déjà de rencontrer le notaire pour qu'il définisse le cadre juridique dans lequel vous allez faire votre achat. Parce qu'aujourd'hui, ce que les gens font, c'est qu'ils vont en banque, on leur dit, vous pouvez emprunter telle somme. Ensuite, ils se mettent à acheter le bien, ils achètent le bien à deux. Après, au moment pendant l'achat immobilier, il se passe des choses, séparation, problèmes. Et là, ils se rendent compte ils se sont pas suffisamment protégés en amont. Le notaire, il n'est pas là uniquement pour vous donner un titre de propriété. Il est là aussi pour régler le cadre juridique dans lequel vous allez acheter. Donc, la première chose à faire, c'est d'abord d'aller le voir. Voilà, on veut devenir propriétaire. Il va déjà définir un cadre juridique dans lequel vous allez acheter. Il va déjà savoir si le régime matrimonial que vous avez est adapté ou pas du tout à votre situation. Donc, il va définir un régime matrimonial pour vous, adapté à votre situation. Ensuite, vous allez aller... C'est-à-dire, c'est-à-dire Si qu'il va par exemple, vous adapter êtes en un régime. communauté de biens, Ouais, peut-être parce que tout le monde se marie aujourd'hui sans faire de contrat. On se marie, on s'aime bien, on se marie assez jeune, donc on s'aime bien, on se marie, etc. Mais entre-temps, oui, il y en a qui créent des sociétés, oui, il y en a qui ont des business à côté. Donc en fait, oui. ils achètent en se disant, on s'aime toujours, on achète, mais en fait, il ne faut pas faire ça. Il faut aller voir un notaire pour dire, il va évaluer votre situation, il va évaluer ce dont vous avez besoin, comment votre vie a évolué, et il va prévoir un cadre juridique. Si le régime matrimonial que vous avez à ce moment-là n'est pas adapté, il va prévoir un régime juridique adapté. Il va peut-être rédiger un contrat de mariage entre vous deux. Ah, donc en fait, le notaire, il est en capacité de modifier le contrat de mariage qu'on a signé
lorsque l'on s'est marié à la mairie? Non, si vous êtes marié à la mairie sans contrat, donc il n'y a pas de contrat. Parce que si vous êtes Ah oui, marié voilà, avec un enfin, contrat, c'est que vous l'aviez déjà vu avant de vous marier. En fait, dès l'instant, il y a des couples avant de se marier, ils voient ah, ok, déjà un j'ai compris. notaire qui va déjà rédiger un contrat de mariage. Donc derrière, quand Hmm, ils vont acheter, ils ont déjà un contrat, ils ont déjà réglé ce problème. ok, Voilà. Mais beaucoup de couples n'ont pas le réflexe de voir un notaire avant même de se marier, avant l'achat immobilier. Donc si vous avez déjà un contrat de mariage, normalement ça, il a déjà réglé ça. Mais si vous n'avez pas de contrat de mariage, et ça veut dire que vous êtes marié sous le régime de la communauté, mhm, pour ceux qui sont mariés. Donc, du coup, il faut passer chez le notaire pour qu'il règle ça. Pour ceux ok, qui ne ok. sont pas mariés, si vous voulez faire un achat immobilier, il faut qu'ils fassent une répartition des parts de chacun dans l'affaire. Si vous gagnez 4 200, l'autre il gagne 2 000 euros, vous ne pouvez pas avoir les mêmes parts en cas de séparation, puisque vous n'allez pas rembourser pareil. Ah, mais du coup, alors, juste une toute petite parenthèse, parce qu'après, il faut que tu reviennes à ce que tu as dit. Est-ce que du Oui. coup, c'est plus risqué d'acheter quand on n'est pas marié ou tu vois, quand on est conjoint ou quand on est pacsé? Est-ce que le Non, fait d'être marié, c'est une c'est pas protection en risqué plus? c'est pas risqué tant que vous définissez le cadre juridique. D'accord, ok, Il faut aller voir un ok. notaire, dire voilà, on va se mettre à acheter. Lui, il gagne, moi, je gagne 5 000, lui, il gagne 2 000 euros. On va acheter ensemble. Moi, je vais rembourser 70% de la somme, lui va rembourser 30%. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, le notaire va rédiger un acte de notarié dans lequel il va répartir les parts. Lui, il va apporter 50 000, moi, je vais apporter 20 000. Qu'est-ce qu'on fait? À la fin, il faut que chacun puisse retirer ses billes. Hmm, Donc, avant l'achat immobilier, il faut aller voir le notaire pour qu'il rédige un acte notarié en répartissant vos parts. d'accord. Parce qu'il est possible, dans certains cas, pour certaines banques, par exemple, d'avoir deux crédits sur le même bien. C'est-à-dire chacun a son crédit, chacun a son compte. Vous n'êtes pas obligé de tout mutualiser. C'est possible aussi. Ah, pour le même bien immobilier, Pour le même monsieur bien a le immobilier, crédit, madame a le crédit. D'accord. c'est possible. Pour les couples qui ne sont pas mariés, il y a des banques qui peuvent faire deux crédits. Et vous faites ensuite une garantie, ce qu'ils appellent croisée. C'est-à-dire vous êtes caution de monsieur, monsieur est votre caution. Ça arrive. C'est possible. Ah, j'ai jamais entendu ça. D'accord. Voilà. Donc Ok. chacun son compte, chacun son argent. C'est possible de faire ça aussi. Il y a des banques qui l'autorisent, qui le font. Donc D'accord. dans tous Donc, les cas, notaire, on oui, définit un cadre juridique pour se c'est ça. protéger l'un et l'autre. C'est Et ça. ensuite, on passe à la banque C'est ça. pour définir le montant du crédit. C'est ça. Vous pouvez dire si vous n'êtes pas marié. Si vous êtes marié, on ne peut pas faire autrement, on va faire un seul crédit. Mais si vous n'êtes pas marié, vous pouvez dire, moi, je suis passé chez le notaire, moi, j'ai 70% de la somme que je paye. Elle a 30%, ou inversement, hein, c'est pas toujours les hommes qui gagnent plus. Elle a 30%. Donc, je veux qu'elle ait un crédit 30% sur elle seule. Donc, elle va avoir son crédit, tout ce qu'elle veut sur son compte. Vous allez avoir votre crédit à 70% sur votre compte. Vous serez caution d'elle, c'est-à-dire que si elle ne peut pas payer, c'est vous qui payez, et elle sera votre caution. C'est possible de faire ça. D'accord. Bah, j'avais jamais entendu parler de ça. D'accord. Mais vraiment, hein, ouais, le notaire, c'est vraiment la personne qu'on doit voir avant tout projet, avant d'avoir même avant d'avoir peut-être vu les plans du futur achat immobilier. Comme ça, effectivement, il définit bien, il protège bien, et comme ça, chacun sait où est-ce qu'il va, quoi. Exactement. Exactement. D'accord. D'accord. Et en termes d'investissement locatif, parce que là, c'est quelque chose qui se fait assez souvent. Oui. Est-ce qu'il est intéressant pour un couple marié d'investir dans du locatif? Parce que comme tu l'as dit au début, quand on veut acheter, c'est bien de se poser des bonnes questions, notamment, bah, est-ce qu'on achète pour y vivre ou est-ce qu'on achète pour le louer? Mais toi, selon ton expérience, est-ce que tu penses que d'investir dans le locatif en tant que couple, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée Alors, en aujourd'hui? fait, ça dépend de votre stratégie sur le long terme. Avant, c'était une bonne idée. Pourquoi? Parce que quand vous investissiez, la banque, elle faisait ce qu'on appelait le calcul différentiel. C'est-à-dire, par exemple, vous investissez dans un bien locatif qui vous ramène 650 euros de revenus locatifs. Vous avez un crédit immobilier qui vous ramène 500 euros. La banque, elle enlevait 30% sur le revenu locatif. Le reste, elle faisait moins votre crédit. Donc, des fois, c'est comme si vous n'avez pas de crédit. Hmm. Sauf que le Haut Conseil de stabilité financière est venu modifier tout ça et a dit aux banques, non, non, maintenant on va prendre tous les crédits que vous avez et on va diviser sur tous les revenus que vous avez. Et quand on fait ce type de calcul, dès le premier achat,
Si vous n'avez pas une rentabilité très très forte, dès le premier achat, vous ne pouvez plus faire un achat derrière. Ah, d'accord. Parce qu'avant, je vais essayer de synthétiser. Avant, par exemple, vous avez 500 euros de revenus locatifs après pondération. 500 euros de crédit, ça fait zéro. C'est comme si ce n'est pas de Ça crédit. fait On OK. fait 500 moins 500, zéro. Donc, vous pouvez acheter un bien, deux biens, trois biens, etc. Ça, c'était avant. Maintenant, le Haut Conseil de stabilité financière dit, on prend tous les crédits que vous avez, on divise par tous les revenus que vous avez. Et quand on fait ce calcul, dès le premier achat, si vous n'avez pas une rentabilité très importante, eh ben, dès le premier achat, vous ne pourrez plus acheter derrière une résidence principale. Ça va tout bloquer. Ah ouais, OK. Donc, la solution que les gens ont trouvée, c'est d'acheter dans des sociétés civiles immobilières qu'on appelle SCI. Bon, la société civile immobilière, ça dépend des banques parce que ça reste une société civile. Donc, normalement, il y a une confusion de patrimoine. Ça veut dire, normalement, ça ne change rien que vous achetez un SCI ou pas. Mais certaines sociétés, certaines banques acceptent de considérer que la SCI, c'est une société. C'est-à-dire, vous faites un achat avec votre épouse ou votre conjoint en société, donc ils ne calculent pas ça. Donc, du coup, vous pouvez faire en SCI un premier achat pour les banques qui ne tiennent pas compte de ça et ensuite continuer à investir quand même dans votre résidence principale. Mais normalement, une SCI, c'est une Mmh. société civile. Donc, même si vous achetez en SCI, le modèle que je viens de vous expliquer là, c'est exactement le même. Sauf si c'est une société professionnelle, c'est-à-dire vous achetez dans un cadre professionnel, pas en SCI, mais en SASU ou autre chose. Bon, là, c'est un peu plus complexe. Et là, dans ces cas-là, vous pouvez faire un premier investissement locatif et continuer parce que c'est une société, ça n'a rien à voir avec votre personne. Donc, on revient toujours à ce que je dis depuis le départ, cadre juridique. Le cadre. Mmh. Voilà, vous voulez investir, il faut tenir compte des nouveautés là, du Haut Conseil de stabilité financière qui maintenant fait que dès le premier investissement, si vous investissez de façon basique, c'est-à-dire sans mettre un cadre juridique, vous allez directement être verrouillé pour pouvoir faire l'achat de la résidence principale. Donc, dès le départ, mettre un cadre juridique. Donc là, c'est aller voir soit un notaire, soit un fiscaliste. Là, pour le coup, c'est un fiscaliste, pour un avocat fiscaliste, pour dire, voilà, nous, on veut faire des investissements. Comment on fait aujourd'hui avec le Haut Conseil de stabilité financière pour continuer à investir et ne pas être bloqué quand on va vouloir faire l'achat de notre résidence principale? Mmh. D'accord. Et est-ce que, petite question comme ça, est-ce Oui. que, quand on achète, est-ce Mm. qu'on peut mettre, nos enfants, Oui. alors en co-emprunteurs ou en tout cas pour que ce soit, à eux que revienne, le bien? Tu vois? Donc, forcément ils payeront pas, des charges parce que voilà, ils ont pas les moyens. Mais Oui. est-ce qu'on peut les mettre en bénéficiaires du coup, Oui. lors de l'achat, immobilier? Alors, c'est possible, mais dans ce cas, il faudra faire une SCI. Et donc, il faudra créer une société civile immobilière. Et dedans, vous pouvez mettre vos enfants. Par contre, vous allez Oh! leur donner des parts. Donc, en fait, le bien, il va leur appartenir. Alors, ça dépend. Ils sont mineurs ou ils sont majeurs? S'ils sont mineurs. OK. Donc, vous pouvez créer une société civile immobilière. Vous mettez vos enfants dedans, donc ils sont comme associés avec vous, entre guillemets, pour cet achat. Donc vos enfants seront associés, vous allez leur donner des parts qui vont revenir, mais c'est vous qui allez principalement payer. C'est Oui. possible de le faire. Maintenant, c'est pas toutes les banques qui acceptent de le faire. Pourquoi? Parce que ça va coincer au niveau de la prise de garantie. Parce que certaines garanties ne veulent pas prendre des garanties sur des enfants mineurs parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas de consentement, qu'ils savent pas ce qui est en train de se passer. Donc, Ah, OK. c'est possible de le faire, mais maintenant, ça dépend des banques. Certaines banques vont quand même accepter de le faire parce qu'elles savent que vous avez un grand patrimoine, vous avez une capacité d'assurer. Donc, derrière, ça ne va pas les déranger de monter des projets comme ça avec des SCI dans lesquels il y a des enfants mineurs. Il y a certaines banques, ça ne dérange pas. Ça dépend de la banque à laquelle vous allez faire affaire. Mais quand vous faites ce type de montage, il faut que vous ayez vraiment un niveau de revenu assez élevé. Pourquoi? Parce que les banques acceptent de faire des montages compliqués que pour des personnes qui ont un niveau de revenu assez élevé. Parce que du coup, elles savent que derrière, ça participe à un système d'harmonie, en fait. Et que derrière, vous avez de l'argent, donc vous allez faire des placements chez eux, vous allez faire des choses chez eux. Donc là, ils acceptent de le faire pour vous. Parce que derrière, vous allez travailler avec eux de façon plus... Vous allez leur ramener de l'argent. Donc là, ils le font. Mmh. Donc il faut trouver D'accord. simplement une banque qui a l'habitude de faire ce type de montage et elle va vous le faire. Bah, après on peut tout à fait, est-ce qu'on peut acheter dans une banque, où on n'est pas du tout, client? Ou est-ce que
c'est une obligation quand même d'acheter là où tu vois ton compte courant il est hébergé. Il faut aller dans une banque qui correspond au projet que vous êtes en train de réaliser. Si vous êtes en train de réaliser un projet, vous vous dites, moi, je suis dans cette banque depuis 20 ans, c'est pas un critère. Parce que parfois, vos parents vous ont ouvert un compte dans une banque, vous êtes resté dans cette banque, mais ça ne veut pas dire que c'est la banque qu'il vous faut. Tout Parce qu'il y à a fait. certaines banques qui préfèrent fonds du social, il y a certaines banques qui préfèrent des profils plus élevés, il y a certaines banques pour les fonctionnaires. Donc, au moment de réaliser votre projet, il faut faire une analyse de votre situation professionnelle, de vos besoins, et va aller faire le projet dans la banque qui correspond à votre profil. Vous saurez que la banque correspond à votre profil quand elle fait des taux bas, elle a des avantages pour vous. Là, c'est vous qu'elle Mmh. recherche. C'est à ça que vous voyez que c'est vous qu'elle recherche. Mais parfois, vous pouvez vous retrouver dans une banque parce que c'est elle seule qui a accepté de financer votre projet, mais ça ne veut pas dire que c'est la banque qui correspond au quotidien à votre profil. Parce qu'il y a des banques spécialement pour des fonctionnaires, donc elles ont beaucoup d'avantages pour les fonctionnaires. Il y a des banques pour les profils qui veulent des profils CSP+, donc elles ont des spécificités pour eux. Il y a des banques qui veulent des jeunes de moins de 30 ans, donc ils ont des profils spécifiques. Donc, il faut trouver en fonction de Ah, votre projet celle qui correspond à votre projet, pas forcément celle qui vous finance. Parce que vous allez rester ah. avec elle pendant 25 ans. Donc, il faut voir celle qui correspond vraiment à vos besoins réels, au-delà même de la notion du crédit immobilier. Ah, bah, tu vois, c'est intéressant ça parce que, moi, pour avoir parlé avec, Oui. mon conseiller me disait, tu vois, que pour un achat immobilier, bah, il va regarder, par rapport à ma note parce qu'on a une note, tu sais, par rapport à nos opérations bancaires et moi, je Mm. m'étais dit: «Bah, voilà, effectivement, comme tu l'as dit, hein, moi, mon compte, c'est mes parents qui me l'ont ouvert, j'y suis, bah, depuis que je suis mineure et pour moi, ça semblait logique d'acheter dans une banque où j'ai mes habitudes. Ils ont vu aussi mon évolution, tu vois, en termes de salariat et tout. Mais au Mm. final, comme tu as dit, il peut y avoir des avantages dans d'autres banques. Donc, en fait, si je comprends bien, quand tu as un Mm. projet immobilier, donc une fois que tu as posé ton cadre juridique, en fait, tu as un dossier et après, Mm. tu démarches différentes banques pour voir si ton projet, il peut être accepté par eux ou pas. Exactement. Exemple, disons que ta maman était femme de ménage à Paris. Du coup, toi, tu as ouvert un compte à une banque à Paris, dans le 16e. Toi, donc, tu es resté là-bas. Tu as peut-être changé. Aujourd'hui, tu habites en banlieue, mais ton compte est resté dans cette banque du 16e où tu continues de mettre ton argent, etc. Parce que ta maman, on va dire aujourd'hui, elle est à la retraite, elle ne travaille plus là-bas. Toi, ton compte est resté là-bas parce que c'est commode, tu t'entends bien avec eux, enfin, je sais pas. Hmm. Sauf que au moment de faire ton projet immobilier, donc toi, tu vas aller déposer ton dossier dans cette banque qui est ta banque historique, tu n'as pas voulu changer. Et tu n'as Oui. pas fait de transfert de compte, tu as tout laissé. Mais au moment où tu vas déposer ton dossier, la banque, tu vas rentrer en compétition indirectement avec les clients de cette banque. Donc, si toi, tu gagnes 2500, pour toi, c'est très correct, hein, et tu as de l'apport, mais tu vas te retrouver avec des gens qui gagnent 5 fois plus que ce que toi, tu gagnes. Donc, quand tu vas présenter ton dossier à la banque avec ton apport, etc., comme tu n'es pas au bon endroit, ils vont avoir l'impression que tu ne gagnes pas assez. Je le dis Ah, parce que moi, ok. quand je travaillais en banque, comme je travaillais dans une banque à Paris, on avait beaucoup de clients qui avaient beaucoup d'argent. En fait, quand on voyait un client, entre guillemets, normal, quand je présentais le dossier, on me disait, mais il a que ça d'apport. Parce qu'en fait, nos rétines étaient viciées. Parce qu'en fait, quand on a Ah. l'habitude de voir des clients qui ont beaucoup, beaucoup, même quand le client normal qui a 50 000 euros, qui a de l'apport, on a l'impression qu'il n'a pas beaucoup. Parce que, donc, quand il va faire on va dire, ah non, mais quand son dossier passe pas, on va pas aller demander comment dirais une hypothèque, on va pas se battre parce qu'on a l'impression que c'est compliqué, il n'a pas assez d'apport. Mais en fait, c'est normal puisque son dossier va rentrer en compétition avec les gens qui habitent là. Donc, c'est important, quand votre situation professionnelle évolue, d'aller vous mettre là où vous avez plus entre guillemets, de pouvoir. Oui, mais comment on le sait ça du coup? Est-ce qu'il y a un répertoire des banques selon, leurs, je sais pas, leurs critères, Non, c'est comment on le évident. sait? C'est Parce que évident, je pense que c'est-à-dire que si vous gagnez, je sais pas moi, 3 000 € et que vous travaillez à la défense, et que vous-même vous savez que l'endroit où vous travaillez, la plupart des gens gagnent énormément d'argent, mais vous travaillez par exemple à la défense et vous habitez, je vais dire, vous habitez, je sais pas, dans le 77, vous habitez, on va dire, dans le 95, dans le Val d'Oise à Franconville. Par exemple, vous habitez à Franconville, vous travaillez à la défense. Vous gagnez mmh, 3 500. Bon,
À la défense, vous avez beaucoup plus de possibilités de voir des gens qui gagnent 3 500 € que, par exemple, je ne sais pas moi, à Franconville, c'est un exemple. Oui, Donc, si vous oui, devez déposer votre dossier, il faut le déposer là où vous habitez. Pas là où d'accord. les gens sont comme vous, peut-être ils vont ramener beaucoup plus d'apports. Donc, du coup, votre dossier, même s'il est bon, il va paraître normal, en fait. Il faut le déposer là où vous avez plus de force, plus de, entre guillemets, de pouvoir, si on peut appeler ça comme ça. D'accord. Et par rapport à l'apport, Oui, on entend très souvent que, quand il faut acheter, il faut un apport. Mais ça oui, sert à quoi, en fait? Est-ce que l'apport, c'est pour que la banque, elle voit que on a réussi pendant quelque temps à mettre de l'argent de côté? Ou est-ce que oui. c'est, je sais pas, vraiment pour, lancer une procédure? À quoi sert vraiment l'apport, pour un achat immobilier? Alors, en fait, quand on fait un achat immobilier, il faut savoir que l'État prend beaucoup de taxes, bon, qu'on appelle frais de notaire. En fait, c'est pas les frais du notaire. On dit frais de notaire pour faire simple. Mais quand vous faites un achat immobilier, il y a au moins un pourcentage qui va en taxes de l'État. Donc, le notaire, il collecte tout ça et il prend ses émoluments qu'il verse. Lui, il prend ses émoluments et ce qu'il a collecté là, il verse à l'État. Donc, l'apport sert principalement à payer ça. Ah ouais! Donc en fait, c'est même pas pour la banque, quoi? Non. Donc, la banque, elle vous demande d'avoir suffisamment d'argent de côté pour payer ce qu'on appelle les frais de notaire, plus les frais annexes, parce qu'elle ne veut pas le financer. Pourquoi elle ne veut pas financer ça? Parce que si vous achetez par exemple un bien qui vaut 200 000, on va Mmh. dire que les frais de notaire, c'est-à-dire les 10%, ça fait à peu près 10%. Frais de notaire, frais de dossier, frais de garantie, tout ça, là, ça fait les annexes, ça fait à peu près 10%. Bon, la banque, si elle vous prête 250 et que derrière, 200, c'est plus facile, elle vous prête 200 000 et que derrière, vous n'avez pas d'apport, donc en fait qu'elle vous prête 200 000 plus les fameux 10%, elle prend un risque. Pourquoi? Parce que si vous ne pouvez pas payer et que vous devez revendre votre bien, il faut que votre bien ait pris, faut que votre bien ait pris de la valeur au niveau auquel elle vous a prêté. Si votre bien vaut 200 000, elle vous a donné 220. Au moment de vendre le bien, parce que vous avez un problème, parce que vous avez une séparation, parce que vous ne pouvez plus payer, vous ne pouvez pas le revendre à 220, comment vous allez faire pour lui rembourser tout son argent? Ah! Ah, Donc, c'est technique, hein, quand même, hein. voilà, c'est pour ça qu'elle veut vous prêter au minimum de ce que vaut le bien. Le bien vaut 200 000. Si vous elle vous a donné 200 000, il vaut 200 000. Vous l'avez un peu remboursé. Donc, ça fait, on va dire que vous avez remboursé. Et donc, maintenant, vous avez remboursé. Vous lui devez 195 000. Vous l'avez acheté 200 000. Vous le revendez 200 000. Elle, vous lui devez 195 000. Bah, vous allez lui donner son argent. Mmh. Mais si le bien vaut 200 000, qu'elle vous a donné 240, au moment de vendre, vous allez pas parce que vous allez, par un effet de magie, vendre ça à 240 parce que le marché, c'est le marché. Vous allez le vendre à 200 000. Donc, les 40 000, qu'est-ce qu'on fait? Qui rembourse? Donc ça veut Donc, elle dire qu'il va, y a aucune possibilité, aujourd'hui oui, en 2025, qu'on puisse acheter sans avoir un apport? on peut acheter sans apport. Mais la banque, elle va décider de prendre un risque. Elle peut le faire. Donc, il y a des banques qui le font quand vous avez moins de 30 ans, par exemple. Elles prennent le risque de le faire. Elles disent, bon, moins de 30 ans, moi, je finance les gens qui ont moins de 30 ans, je les finance sans apport. Les Mais gens qui achètent solo ou couple? couple, un a D'accord. moins de 30 ans, l'autre a 45 ans, elle peut financer sans apport. Alors, je ne sais pas pourquoi elle met cette règle de moins de 30 ans. Peut-être qu'elle suppose que moins de 30 ans, la personne va rester longtemps dans le bien, je ne sais pas. Mais certaines banques acceptent de financer. Quand vous avez moins de 30 ans, elles acceptent de vous financer sans apport. Certaines banques, même si vous avez dépassé cet âge-là, elles prennent quand même le risque de vous assurer sans apport. Elles peuvent créer des garanties spécifiques en disant pour la fraction des 10% d'apport, il faut souscrire telle garantie pour que si tu vends à perte, on déclenche cette garantie pour me rembourser les 10% que j'étais prêté. Donc, certaines banques Mmh. mettent en place des mécanismes parce que le marché, c'est le marché, mais aussi il faut qu'elles fassent des affaires. Et tout le Bien monde sûr. n'a pas 10% du prix. Donc, elles peuvent mettre en place des assurances complémentaires. Donc, ce qui fait que quand vous vendez le bien, si vous vendez à perte, l'assurance va rembourser le delta. Donc, elles peuvent aussi le mettre en place. Elles peuvent Mmh. aussi, en fonction de vos revenus, décider de vous prêter les 10% parce qu'elles se disent, au pire, s'il ne peut pas rembourser, de toute façon, vu ses revenus, il prendra un crédit, il se débrouillera, mais il me remboursera. Elle peut aussi elle peut accepter aussi de financer
à plus de 110%, c'est-à-dire avec très peu d'apport, parce que l'endroit où vous êtes en train d'acheter, c'est un endroit qui prend de la valeur. Si vous achetez sur Paris, Paris, ça ne descend jamais. Il y a certains Ah, secteurs qui sont très cotés, même à Lyon, qui sont bien cotés, qui descendent pas. Donc, même si oui. vous achetez là-bas, qu'on vous finance 10%, c'est les endroits qui, de toute façon, sont cotés, prennent de la valeur continuellement. Donc, de toute façon, la banque a zéro risque de vous prêter dans cet endroit-là en vous prêtant les fameux 10% qui vont aller dans la poche de l'État, parce que de toutes les façons, le bien que vous allez acheter prend de la valeur dans ces endroits-là. Donc, elle a zéro risque. Et alors justement, ça me vient une question. Est-ce que les banques, elles sont plus réticentes à prêter quand on achète, par exemple, dans du social que quand Mhm. on achète dans du neuf? Oui. Moi, Ah, j'ai dans le une banque un social, jour qui elles a sont refusé réticentes. Oui, oui. Moi, j'ai une banque qui a refusé le dossier d'une cliente parce elle achetait un logement social. Donc, la banque la caution a refusé, alors qu'elle était cliente de la banque. Là, pour le Elle avait coup, un apport, elle était cliente, elle elle avait était un clean. apport, elle avait tout. Donc, je me suis dit, ça, c'est clean, je le donne à sa banque. Pourquoi je le donne à sa banque? Parce que j'avais besoin de ce dont tu me parles tout à l'heure, l'antériorité. Si je l'avais emmené dans une autre banque, comme il n'y a pas Ah, l'antériorité, parce qu'elle avait de l'apport, mais pas suffisamment. Donc, je me suis dit, vaut mieux que je l'emmène dans la banque qui la connaît, elle a une note, la fameuse note dont te parlait ton conseiller. Comme elle a une oui. note, ça va aller facile. Sauf que le dossier a été refusé. Donc, j'ai dû appeler la responsable de la directrice d'agence pour lui dire, est-ce que vous pouvez prendre une hypothèque sur ce dossier? C'est-à-dire, vous seul prendre le risque. Et la banque, parce qu'en fait, quand vous faites un crédit, la banque va demander à une caution externe de partager le risque avec elle. Ça veut dire que cette caution va garantir le prêt, ce qui fait qu'en cas de souci, c'est cette caution qui prend le risque, c'est pas elle. Elle partage le risque. Et là, la banque, j'ai Hmm. demandé qu'elle seule, elle prenne le risque, c'est-à-dire qu'elle prenne une hypothèque. Donc, la dame, elle m'a dit, moi, je suis pas chaude pour prendre le risque parce que la garantie veut pas prendre le risque parce qu'ils disent que comme c'est un bien HLM, c'est un bien qui n'est pas entretenu. C'est ce qu'elle dit, hein, je dis ce qu'elle dit. C'est un bien qui Oui, n'est pas entretenu, c'est un bien qui va descendre en termes de valeur parce que tous les gens qui vont habiter autour, c'est pas dit que tout le monde vient habiter là. Donc, comme l'endroit va descendre en valeur, moi, j'ai pas envie de financer ça parce que j'ai peur de la valeur du bien. Et donc, hmm. j'ai appelé la dame pour lui expliquer que, attention, quand les HLM vendent un bien, il faut savoir que c'est déjà 30% en dessous de sa valeur réelle, en vérité. Parce que quand on achète un logement HLM, c'est 30% en dessous de sa valeur. Donc, j'ai dit, il y a un service qui s'appelle le service des domaines. Et quand ils mettent en place un bien HLM, quand ils le vendent, c'est une affaire parce que c'est pas la vraie valeur du marché. C'est décoté. Hmm. Donc, le montant que vous êtes en train de financer, en vrai, dans le C'est secteur dans pas lequel c'est c'est pas le, 30% en dessous. Donc, même ouais. si elle doit revendre pour vous rembourser, elle va pouvoir revendre à la vraie valeur du marché. Donc, vous ne courez pas de risque. Et donc, elle a financé le dossier, parce que je lui ai expliqué. Ah, c'est bien. Ah, c'est Mais top. si, voilà, si vous pouvez pas expliquer, vous allez tout seul en banque et vous tombez sur votre conseiller qui envoie la garantie refuse, et lui, il peut pas expliquer, ben, vous pourrez pas financer. D'accord. Et après, donc, une fois que toutes ces étapes sont passées et que on a l'obtention, enfin, que la banque, du coup, nous a dit, OK, c'est bon, on vous donne le crédit. Je pense qu'on a un Mhm, délai de rétractation, mhm, c'est ça? Et mhm, après, passé ce délai, mhm. on peut plus faire machine arrière. Si, on peut faire machine arrière. Exemple, vous allez voir la Ah, banque. Vous décidez de faire un crédit. Bon, la banque vous ouais, donne un crédit. Elle vous envoie une oui, offre de prêt. L'offre de prêt, vous avez 11 jours de réflexion. C'est la loi. OK, Même si vous êtes d'accord, vous ne pouvez pas signer tout de suite pour renvoyer. Vous avez 11 jours pour lire l'offre, réfléchir, etc. Et ensuite, vous renvoyez l'offre OK. à la banque. Vous signez, clac, clac, clac. Vous dites, allez, OK, on est d'accord, vous renvoyez l'offre. Bon, l'offre est valable 30 jours encore et elle peut être reprorogée. Bah, si vous renvoyez que finalement, vous ne pouvez plus acheter le bien, bah, vous pouvez vous désister. Si par exemple, vous achetez un bien dans le neuf et que le projet ne se monte pas, bah, vous pouvez envoyer un message à la banque en disant le projet ne se monte pas, donc on va annuler. Donc D'accord. vous Yes. pouvez changer d'avis. OK. Par contre, Oui, si vous avez pas des raisons valables, c'est-à-dire que vous avez signé un bien avec un vendeur, vous avez l'offre de prêt, et puis pour une raison XY, vous voulez changer, ben lui, il va vous poursuivre.
Parce que là, pour le coup, vous avez l'offre de prêt, vous avez tout, vous n'avez pas de cas de force majeure pour refuser. Donc la banque en elle-même, elle, c'est pas son sujet. Elle. Mais par contre, le vendeur du bien ancien, que vous avez bloqué son bien pendant 3 mois, si vous changez d'avis pour des raisons autres, parce que là, vous avez votre crédit, vous avez tout, mais vous vous rétractez alors que vous avez Ah, tout, lui, il va vous poursuivre, par contre. ah oui, ouais, Parce j'entends. que vous lui Et à avez causé raison un pour le coup. préjudice. Parce que, Voilà. oui, Vous lui avez causé un préjudice, vous avez bloqué son bien, il aurait pu le vendre à quelqu'un d'autre, vous avez un crédit et vous changez d'avis pour de fausses raisons. Donc là, par contre, lui, il peut vous poursuivre. hmm, d'accord. Donc, oui, donc, c'est acheter un bien, ça demande pas mal de réflexion, mais du coup, pour clôturer, quels sont les trois conseils que tu pourrais donner aux futurs couples Oui, qui envisageraient d'acheter un bien pour oui, surtout ne pas faire d'erreur et pour oui. surtout eh ben, ne pas, tu vois, tomber dans des travers. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Alors, premier conseil, comme je dirais, c'est définir déjà transparence entre vous financière. Transparence, transparence. Est-ce que monsieur paye bien le loyer? Est-ce que monsieur a... J'ai dit monsieur parce que, bon, je suis une femme, donc je dis monsieur, mais c'est pareil. Est-ce que, Oui. est-ce que le loyer est payé? Parce que si vous découvrez au moment de faire l'achat, après avoir signé un contrat de réservation, après avoir signé chez le vendeur, que monsieur ne paye pas le crédit, que vous avez des dettes de loyer de 5 000 euros, 6 000 euros, vous n'avez pas prévu, ça peut être une catastrophe. Donc, dès le départ, transparence sur les revenus. Asseyez-vous autour d'une table. Ça, c'est le premier conseil que je donne. Ramenez vos documents, faites le point. Deuxième chose, conseil que je donnerais, c'est de définir votre stratégie d'investissement et votre vision sur du long terme. 5, 10, 15, 20. Qu'est-ce qu'on fait? Si l'autre veut pas investir, j'ai oublié. Définir aussi votre stratégie sur l'immobilier, c'est important parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui, au moment de l'achat immobilier, ils ne veulent pas s'engager sur l'immobilier parce qu'en fait, ils ne veulent pas faire leur vie avec vous. Ah, Oui. eh ben, ok. Eh ben, comme ça, c'est dit. Ok. Parce qu'il faut savoir que pour un homme, l'achat immobilier, c'est un investissement. Parce que s'il vous quitte, vous n'avez pas d'enfants, même si vous avez des enfants, s'il vous quitte, il ne se passera rien d'autre que peut-être une pension alimentaire et ça s'arrête là. Mais là, pour l'immobilier, il y a des engagements vis-à-vis de la banque, vis-à-vis du fait qu'il faut qu'ils payent, etc. Donc, il y a des hommes qui ne veulent pas s'engager. Donc, ça aussi, c'est un red flag. Au moment où vous voulez acheter un bien immobilier ensemble, il peut commencer à freiner des cas de fer parce qu'il ne veut pas s'engager avec vous sur ce genre de sujet. Donc, c'est Hmm. important de s'asseoir et de savoir s'il veut vraiment s'engager. Parce que là, on part pour 25 ans, c'est du sérieux. Parce que pour Hmm. un homme, c'est un engagement, l'achat immobilier. Donc, il faut aussi faire le point sur ça. Est-ce qu'il veut vraiment investir avec vous? Voilà. Donc, moi, je dirais transparence au niveau des finances, transparence au niveau de la situation. Est-ce que la personne a des enfants à côté? Parce que si la personne a des enfants à côté, comme vous êtes en train d'acheter à deux, si jamais il y a un décès, il va se poser des problèmes au niveau de la succession. Donc, il faut aussi qu'il y ait cette transparence-là. Donc, c'est le deuxième conseil que je donnerais. Troisième conseil, comme je dirais, ne pas acheter sur un coup de cœur. Bien réfléchir sur votre investissement et voir sur du long terme. Est-ce qu'on achète une maison, on s'arrête là? Est-ce qu'on achète un appartement et ensuite on achète plusieurs biens? Ne pas aussi acheter parce qu'il y a les femmes, on est spécialiste de vouloir des maisons. Donc, parfois, on peut aller jusque dans le 02, au bout du monde, pour aller parce qu'il faut la maison, il faut la buanderie. Et derrière, une fois on s'est installé là-bas, on se rend compte que l'endroit où on est allé là, c'est une catastrophe parce que Bah, c'est trop loin. justement, est-ce qu'il faut, pour acheter, qu'est-ce qu'il faut, ou je te la poserai après si tu veux, mais parce que tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, parce que il y a des critères du coup pour Oui, acheter un bien immobilier. Je pense, ne serait-ce que l'environnement, est-ce que c'est un quartier en évolution, mais bon, vas-y, termine et après je te poserai la c'est question. ça. Il y a un critère aussi auquel on ne pense pas quand on est parent, c'est est-ce que pour nous qui sommes, pour moi qui suis noire, est-ce que l'endroit où j'achète, il y a des gens comme moi là-bas? Parce que ça peut être une charge mentale très Oh. forte pour vos enfants de se retrouver dans un endroit où il n'y a personne qui leur ressemble. Même si on est en Île-de-France, même si on n'est pas loin, même si, voilà. Parce que votre enfant, il peut ne pas avoir d'amis là où vous l'avez mis.
Vous Hmm. pouvez vous dire, moi j'ai de l'argent, j'habite là, c'est pas un problème, ça va aller, parce que vous êtes grand, vous pouvez vous défendre, vous pouvez expliquer d'où vous venez, mais votre enfant, il va devoir constamment, si Ouais. vous le mettez pas au bon endroit, répondre constamment à des questions: d'où tu viens, où est-ce que tu es, ah mais t'es noir, pourquoi t'es noir? Il y a autant de questions dont votre enfant va devoir répondre, alors qu'avant, c'est pas des questions qui se posent. Donc, le lieu où vous allez habiter est très important. Parce que surtout si vous avez des enfants en bas âge, c'est très important. Moi, j'ai vu des amis qui habitaient des quartiers très huppés qui, à la force, sont partis au Canada parce qu'ils n'arrivaient plus. Il fallait à chaque fois qu'ils Hmm. s'expliquent, qu'ils s'expliquent, qu'ils s'expliquent, et à un moment donné, ça les fatiguait émotionnellement, donc ils sont partis. Donc, il faut bien choisir, quand vous êtes issu de l'immigration, un endroit où il y a de la mixité sociale. Même si c'est un endroit qui est un peu moins coté que ce que vous voulez, mais il faut choisir de la mixité sociale. C'est plus facile émotionnellement pour les enfants aussi. Hmm. D'accord. Et donc, du coup, par rapport à ce que je te disais, qu'est-ce qu'il faut regarder quand on veut acheter un bien immobilier? Parce que bah, on regarde le bien, tu vois, on regarde son intérieur, mais est-ce qu'il y a des choses aux alentours qui sont intéressantes et même primordiales à regarder? Les transports, je dirais, c'est très important. Parce que si vous voulez absolument une maison que vous vous mettez à la campagne et vous n'avez pas de transport, il faut prévoir comment vont faire vos enfants pour pouvoir aller à l'école. Qui va les déposer? Ouais. Parce que des fois, on veut tellement la maison qu'au moment où on achète, on est deux, on a un petit enfant, on réfléchit pas, on se met à la campagne alors qu'il n'y a pas de transport. Ou parfois, il y a des gens qui n'ont pas le permis, qui se disent, je vais aller là-bas, je vais avoir le permis. Mais au moment d'avoir le permis, ils n'ont pas le permis, c'est une catastrophe. Et donc, au moment d'avoir Hmm. le permis, il y a des couples comme ça où monsieur a le permis, madame, elle se dit qu'elle va avoir le permis, sauf qu'elle n'a pas le permis. Ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans, elle n'a pas le permis. Donc, cette maison qui est censée être un cocon, ça devient un cauchemar parce qu'elle n'a pas le permis. Donc, ça devient un sujet de dispute entre les couples parce que madame, elle n'arrive toujours pas à avoir son permis. Donc, du coup, ça devient sa prison dorée alors que ça devait être un cadre de vie intéressant. Donc, il faut prévoir la proximité des transports, la facilité d'aller au travail, que ce soit pas trop loin, parce que si vous êtes à plus de 70 km parce que vous avez insisté pour être en pavillon, ça va vous générer des frais supplémentaires que vous ne pourrez pas Ouais. suivre. Ça va, quoi d'autre encore? Les taxes annexes qui vont se rajouter. Il y a des taxes, par exemple, dans certaines communes d'ordures ménagères. C'est des choses qu'il faut prévoir. Il ne faut pas considérer qu'on va payer que le crédit immobilier, ça va s'arrêter là. Non. Vous allez payer le crédit immobilier. Vous allez payer des taxes foncières. Vous allez payer des taxes de copropriété si vous achetez dans une copropriété. Donc, c'est-à-dire si vous achetez dans un immeuble, il y a des taxes Hmm. il y a des frais de copropriété à payer. Donc, il ne faut pas prendre en compte que je paye mon crédit immobilier 1 000 € et ça s'arrête là. Non, il faut aussi voir si vous serez en capacité de supporter la taxe foncière, les taxes ménagères qui seront dans la ville. Il ne faut pas vous dire la taxe foncière, ça fait 1 500, ça va rester 1 500. Non, parce que dans certaines villes, ça peut grimper. Donc, il faut être en capacité de prévoir ça. Il faut être en capacité de prévoir les taxes d'ordures ménagères puisque maintenant, c'est les villes qui ramassent les taxes. Moi, je dis ça parce que je le vis là. Donc, il faut payer ça. Donc, c'est quelque chose que vous n'avez pas prévu. Donc, ça va sortir. Donc, il faut prévoir toutes les taxes qui vont se rajouter en plus de votre achat immobilier. C'est pour ça qu'en général, on achète toujours un bien en dessous de ses capacités réelles. Parce que si vous achetez un bien ici, Hmm. vous êtes déjà comme ça, et qu'ensuite la banque, j'ai pas la banque, on rajoute des taxes d'habitation, des taxes de copropriété si vous achetez dans un immeuble. Si vous êtes déjà comme ça, dès le premier mois, vous Ouais, allez être en cauchemar. c'est ça, c'est compliqué, c'est Voilà, compliqué. voilà. Il faut prévoir aussi les frais pour l'entretien de votre maison. Je sais que en Afrique, par exemple, quand je repars, je dis mais la maison, elle était là, elle était très belle. Aujourd'hui, c'est plus pareil, mais parce que on n'entretient pas. Mais en France, il y a une obligation d'entretien par exemple, quand Les vous achetez en façades. collectivité, des façades. Donc en fait, on va faire appel à vous pour vous dire, bah là, il faut réparer la façade. Vous pouvez pas dire, moi, j'ai pas envie de payer. Il va falloir payer. Ah Parfois, ouais. si vous habitez en maison, vous pouvez avoir votre chaudière qui va pas marcher. Vous pouvez pas dire que vous allez traverser l'hiver sans réparer votre chaudière. Donc, quand vous achetez un bien, il faut mettre de côté un budget pour réparer les imprévus, les choses qui font partie même de l'achat immobilier. Donc, les chaudières, les Hmm. contrats de chaudière,
les taxes comme je disais, les taxes de, comment ils appellent ça là? Les taxes d'ordures, le traitement des déchets dans la commune, la taxe foncière, qui au moment où vous achetez à un certain montant, mais qui va peut-être pas rester comme ça. Donc, il faut prévoir ça aussi. D'accord. Bon, après, hein, quand tu parles, quand tu dis, ça fait peur. On se dit, ouh là là, nos poches vont être trouées. Mais bon, je pense quand même que pour la plupart des personnes qui ont eu l'occasion et l'opportunité d'acheter, je pense que c'est une expérience quand même qui, à la fin, est belle parce qu'au final, tu as ton bien. Mais Oui. après, je trouve que c'est très important, tu vois, de citer tous les à côté parce que je pense qu'on ne le dit pas assez. Et même Mm. moi, hein, je découvre énormément de choses, tu vois, sur tout le process. Donc, bon, en tout cas, merci beaucoup, Kissy, hein, pour ton intervention. Est-ce que tu veux clôturer avec, je sais pas, en disant quelque chose ou est-ce qu'il y a, je sais pas, est-ce que tu veux Bon, dire quelque comme dit Amandine là, je vais pas vous faire peur. Je veux surtout que Oui, vous compreniez que l'achat immobilier, c'est quelque chose de super important. Le faire à deux, c'est vraiment un super projet. Quand vous trouvez un partenaire de vie qui est aligné avec vous, avec votre vision de l'immobilier, c'est vraiment une expérience géniale. D'ailleurs, 58% de la population française est propriétaire, donc ce n'est pas compliqué, mais il faut vous former. Voilà, il faut que vous ayez une connaissance de l'investissement immobilier et c'est tout. Mais là, je vous ai expliqué tout ce qui peut se passer, mais c'est pas pour vous décourager puisque je vulgarise beaucoup l'achat immobilier. Je suis pour l'achat immobilier à deux. Il faut juste que vous ayez les cartes pour pouvoir investir à deux et pour que ça se passe bien. C'est tout. Mais c'est quelque chose que vous pouvez parfaitement faire. Même à partir de 5 000 euros d'apport, c'est possible. Mais il faut toujours acheter en ayant connaissance du processus. Voilà. Mais sinon, je vous encourage vraiment à acheter. super. Eh ben, merci beaucoup, Kissy, pour ton intervention. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. On espère, la team, que cet épisode aura été très bénéfique, que vous avez pris toutes vos petites notes. Et puis, on va mettre aussi en barre d'infos les informations de Kissy, parce que tu es disponible du coup sur Instagram. Si jamais des personnes veulent voilà, te poser des questions ou quoi, on mettra les coordonnées de Kissy. En tout cas, merci beaucoup, Kissy, d'avoir répondu à cette interview, à toutes nos questions. On vous dit à très bientôt, la team, pour un nouvel épisode, pardon, d'En face de toi, et on vous dit de prendre soin de vous, la team. Très bonne fin de journée. Salut, Merci salut. beaucoup pour l'invitation, Amandine. Salut. Merci.